Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Eh bien, bon lundi midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre et Valérie Dionne à l'animation de Côte-Nord Attitude ce lundi 27 mars 2017. Bonjour Valérie. Bonjour Jean. T'as eu une bonne fin de semaine, un beau voyage à Matane avec la gang de l'impro? Effectivement, on est allé à Matane pour le tournoi d'improvisation de l'Est du Québec. Oui, ça a été une belle fin de semaine, une grosse fin de semaine, je te dirais là. Mais écoute, on a bien tiré notre épingle du jeu en fin de semaine. Une victoire, 2 défaites. Donc, on est bien content. Et vous nous avez bien représenté, oui, j'en suis certain. Ce midi, on a quand même des sujets assez variés, Valérie, à proposer aux gens à l'écoute, là. Entre autres, on va parler de la fameuse négo entre les Métallos et ArcelorMittal. Le contrat de travail est terminé, hein. C'est un contrat de 6 ans qu'on avait et il y a eu des votes dans les 10 unités syndicales la semaine dernière. Donc, une série de rencontres pour donner un mandat de grève au moment jugé opportun aux négociateurs du syndicat des Métallos. Nicolas Lapierre, le coordonnateur des Métallos, sera avec nous. Il est à Québec présentement, mais on va lui parler par téléphone en direct dans quelques instants. Selon lui, la balle est dans le camp de la compagnie maintenant. On n'a pas de séance là de prévu, de rencontre de prévu, de retour à la table de négociation de prévu. Mais les Métallos ont leur mandat en main et sont prêts maintenant à s'asseoir avec la compagnie. Donc, on en parle dans quelques minutes avec Nicolas Lapierre. Également, on va faire une entrevue de la Côte-Nord à Nashville. Ben oui, on est à l'envers le contraire de notre émission. Mais c'est un groupe les élèves de l'option musique de l'IASI, l'Institut d'enseignement de cette île, l'école privée ici, qui se rendent à Nashville pour une compétition d'harmonie scolaire. Jacob Beaulieu, étudiant, Mia Simard, étudiante à l'école privée, de même que l'enseignante Mélissa Chénard seront avec nous pour nous parler de leur voyage prévu du 28 mars au 3 avril. La gang de l'option musique qui s'en vont aux États-Unis pour participer à un concours. On va aussi parler de la Croix-Rouge un peu plus tard à notre émission. Oui, tout à fait. On va recevoir la coordonnatrice de la Croix-Rouge Côte-Nord, Hélène Desaulniers, de même qu'un responsable de les communications là, de la Croix-Rouge au Québec, Carl Boisvert, parce que on est présentement à la recherche de bénévoles pour la Croix-Rouge. Il y aura des séances d'information cette semaine, la semaine prochaine également. Et tu sais, Jean, c'est primordial pour une communauté d'avoir une équipe de bénévoles qui travaillent pour la Croix-Rouge, parce que quand il y a une catastrophe qui survient, quand il y a des gens qui sont sinistrés, puis on peut penser à plein de choses. Là. Moi, je pense à la tempête là qu'on a eue en décembre dernier. On s'en rappelle, cette fameuse tempête qui a fait en sorte qu'il y a plein de gens qui étaient sinistrés, là, que leur maison avait eu des dommages et tout ça. C'est primordial d'avoir une organisation comme la Croix-Rouge pour venir en aide à ces gens-là, que ce soit pour de l'hébergement, pour de l'alimentation, de l'habillement, des personnes sinistrées aussi. Donc, on pense toujours à un incendie, hein? On perd tout dans un incendie, on n'a plus de vêtements, exactement, exactement. Donc, on pourra savoir, qu'est-ce qui fait qu'on peut être un bon bénévole pour la Croix-Rouge, et aussi, qu'est-ce qu'ils font chez nous, depuis quand ils sont avec nous aussi. Donc, ce sera bien intéressant de les recevoir à 12h40. Et puis, Valérie, tu sais qu'on a une nouvelle chronique à offrir aujourd'hui, en fin d'émission, vers 12h50. C'est la chronique La Nouvelle d'intérêt. Ouais, une belle chronique, ça. Oui, ça va être intéressant. Donc, à chaque lundi, on va avoir une nouvelle d'intérêt en fin d'émission, surtout puisée dans l'actualité économique, je dirais. C'est Steve Chapado qui sera avec nous aujourd'hui pour nous parler justement de la chronique, son contenu. Il est directeur général de la Caisse d'économie Desjardins, des mines, métaux et services publics Côte-Nord. La nouvelle chronique, la nouvelle d'intérêt avec nous, donc en fin d'émission Côte-Nord Attitude avec Steve Chapado. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, ce qu'on vous propose à l'instant, c'est un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM.
D'abord, la directrice de Tourisme Sept-Îles se réjouit de l'annonce de nouveaux investissements par le gouvernement du Québec dans le développement touristique. Marie-Ève Cyr croit que la Côte-Nord devra être proactive et dynamique pour obtenir sa part du nouveau plan d'investissement de 70 millions de dollars annoncé hier par la ministre Julie Boulet. Tourisme Sept-Îles croit que plusieurs projets régionaux cadrent bien dans les axes de développement touristique proposés par Québec. Marie-Ève Cyr note que le nouveau plan pourra servir à développer davantage l'industrie des croisières internationales et le tourisme autochtone, entre autres. Des subventions pourraient servir à améliorer les programmations d'événements comme Vieux Quai en fête et le Festival des Hivernants. La ministre du Tourisme a dévoilé à Québec dimanche un plan d'investissement 2017-2020 basé sur 5 axes de développement. 9 millions de dollars sont réservés pour des projets sur le territoire du plan Nord. Le gouvernement consacrera aussi 40 millions pour des équipements en tourisme d'aventure, tourisme hivernal et événementiel, dont l'agrotourisme et le tourisme gourmand. Un incendie a fait rage hier matin à la scierie Arbec de Port-Cartier. Une personne a été incommodée et s'est rendue à l'hôpital. Les agents de la Sûreté du Québec de Port-Cartier ont prêté main forte à la brigade incendie de la ville et aux employés de la scierie. Le feu a débuté à 6h25 hier matin et il a été maîtrisé dans l'avant-midi. La mairesse de Port-Cartier croit que sa ville vit des problèmes économiques différents de ceux de Sept-Îles. Violaine Doyle n'est pas offusquée de voir naître un collectif pour la relance économique à Sept-Îles seulement. Le Port-Cartier devrait aussi se mobiliser pour son économie, selon elle. La mairesse Doyle constate que sa ville se remet encore difficilement de la conjoncture économique difficile de 2015 et 2016. La ville de Port-Cartier a ses réalités particulières. Entre autres, sur les 1100 emplois de ArcelorMittal, il y a quand même que la moitié des gens qui habitent Port-Cartier. Donc, les gens viennent d'ailleurs. On a vraiment des défis particuliers à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas de Sept-Îles. Nous, on a vécu 2016 avec beaucoup de difficultés après l'annonce de l'abandon du projet Ferro. On se relève tranquillement de ça, mais la blessure est encore toute là. La mairesse souhaite une implication du gouvernement du Québec dans son budget cette semaine pour des réparations au quai municipal de Port-Cartier qui sont essentielles pour accueillir de nouvelles industries. Les bénévoles du déjeuner du printemps ont servi 1007 repas hier au profit de Transit Sept-Îles. L'événement a été une autre belle réussite pour l'organisme communautaire. Plus de 1200 billets ont été vendus. La générosité des Sept-Îliens s'est une fois de plus exprimée dans une ambiance agréable. L'activité familiale rapporte plus de 15 000 $ à Transit Sept-Îles, qui a hébergé plus de 3500 itinérants à Sept-Îles depuis sa réouverture en 2004. Le déjeuner de Transit Sept-Îles sera de retour le dimanche 25 mars 2018. Le navire Bella Dégagné reprend lundi prochain, le 3 avril, la desserte des villages de la Côte-Nord non reliés au réseau routier québécois. La base Côte-Nord est accessible surtout par avion depuis janvier. L'entrepôt de Sept-Îles de la compagnie Relais Nordique ouvre aujourd'hui pour la marchandise générale et lundi prochain pour le périssable. Le Bella Dégagné quittera Rimouski lundi pour son premier voyage de la saison. Et toutes les écoles de Port-Cartier, Sept-Îles, Ouachat, Macmagno-Ténam participent cette semaine à 2 défis santé. Le réseau du sport étudiant de la Côte-Nord met de l'avant des défis colorés pour lutter contre l'obésité et faire la promotion des saines habitudes. Les élèves de 34 écoles primaires de la Côte-Nord tentent de croquer un minimum de 5 portions de fruits et légumes chaque jour du 27 au 31 mars. Les membres du personnel dans les écoles et les parents sont aussi invités à relever le célèbre défi Moi je croque. Au secondaire, le défi du RSEQ s'appelle Peau de banane et propose plusieurs activités originales et stimulantes. Le réseau du sport étudiant du Québec souhaite encourager les jeunes à manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour, à bouger davantage et surtout à y prendre plaisir. Toi, tu viens d'en manger 2 portions avec ton dîner, là? Ta journée est presque faite. Oui, j'ai mangé une bonne crème de légumes et ce matin, j'ai mangé des navets aussi.
Ben voilà, faut calculer ça chaque jour cette semaine. 5 portions de fruits et légumes, puis 30 minutes, aller bouger 30 minutes, qu'on soit jeune ou adulte. C'est à la portée de tout le monde. Il suffit de faire de la marche ou des sports adaptés à notre condition. Voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale. On va faire le point sur la négociation entre le syndicat et ArcelorMittal pour le renouvellement de la convention de travail des employés de Fermont et Port-Cartier avec Nicolas Lapierre des Métallos dans quelques instants. Attitude. La production Traiteur Bistrot vous offre la gastronomie abordable à emporter selon vos besoins. Avec la boîte à lunch, un bon repas sans avoir à se déplacer pour vos convives et collègues. Peu importe l'événement, nous avons le menu approprié livré à l'endroit de votre choix. Avec le cocktail dînatoire, la formule parfaite et décontractée pour vos 5 à 7 anniversaires et événements de toutes sortes, question de bien manger sans passer des heures à table. Événements, réunions, réceptions. La production Traiteur Bistrot a le service qu'il vous faut. Pour plus d'informations, visitez laproduction.ca 960-0960. Chrysler Dodge Jeep Ram, bonjour. Bonjour, vous offrez le financement à 0% d'intérêt. Oui. Y a-tu moyen de négocier ça un peu? Vous voulez plus bas que 0? Un gars s'essaye. C'est l'événement Un zéro qui vaut gros chez vos concessionnaires RAM du Québec. Profitez dès maintenant d'un financement à l'achat à partir de 0% jusqu'à 60 mois sur la plupart des modèles RAM 1500 2017. Sur approbation du crédit. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et RAM. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Eh bien, les négociateurs des Métallos ont obtenu un mandat assez clair. La semaine dernière, il y a eu des rencontres syndicales à Fermont, Port-Cartier, selon les horaires de travail aussi pour faire voter tout le monde. Je pense qu'il y avait une dizaine de rencontres. On va en parler avec le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre. Bonjour. Bonjour. Oui, Nicolas, donc on a un mandat clair, là, les 5 unités syndicales, je regarde les résultats, je pense que le plus faible, c'est 99,4, là. On s'attendait à avoir un mandat aussi clair? Oui, clairement, on s'attendait à ça, puis on l'avait signifié à l'employeur, que l'employeur semblait pas nous croire quand on lui disait que ces demandes de concession ne cadraient pas avec les aspirations des travailleurs qui visent à améliorer leurs conditions de travail. Et puis, à chaque fois qu'on parlait à l'employeur, il semblait pas nous prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on était voir nos membres. Puis, on savait où logent nos membres. On les connaît, nos membres. Hein. On est quand même plusieurs comités de négociation, 29 travailleurs qui représentent 2000 autres travailleurs. Donc, oui, on se doutait fortement que ça irait dans ces eaux-là. Puis, évidemment, ça s'est concrétisé lors de la douzaine d'assemblées qui s'est tenue pour les 5 sections locales. Oui, on parle. Le mandat, en fait, c'est un mandat de grève qui est donné aux négociateurs, à l'exécutif des Métallos au moment jugé opportun. Ça veut pas dire qu'on va aller en grève non plus là dans les prochaines semaines du côté de Fermont et Port-Cartier. Il y a de la stratégie là-dedans. Là, on a mis en place sa stratégie. C'est un peu ça. Oui, clairement. Puis on s'en cache pas là. Je veux dire, écoutez. Ultimement, notre objectif comme représentants syndicaux, c'est de négocier le renouvellement de la convention collective, pas négocier un conflit de travail. Mais puis il vient une étape où quand l'employeur veut pas rien comprendre, quand on lui dit ça, faut que tu tasses ça de la table, c'est des demandes de concession, puis il n'y aura jamais assez d'argent pour faire avaler ça aux travailleurs, puis que l'employeur veut pas comprendre, ben c'est sûr qu'à un moment donné, on dit en langage qu'on va charger le gun, ben c'est ça qu'on était faire, on était voir nos membres. Puis on espère avec ce mandat de grève assez fort que l'employeur révise ses positions, il y a le voir ses mandants et puis revienne à la table de négo en ayant ses demandes de concession qui soient plus présents à la table. Donc c'est ça l'objectif ultime. Alors si l'employeur bouge pas, ben là on saura ce qu'on aura à faire. Mais on donnera toute la chance nécessaire au processus de négo parce que on veut négocier un règlement, ça c'est clair. Donc en clair, là, la balle est dans le camp de l'employeur. Là. Vous avez donné un mandat. Il y a quand même eu 11 semaines de négociations, de discussions avec ArcelorMittal. Ils connaissent vos demandes, puis ils savent que vous avez un mandat clair de l'ensemble de vos membres. Ah oui, ça vous pouvez être sûr. Quand on a quitté la table mardi passé, les 28 personnes du côté syndical, 29 avec moi, on a signifié très clairement ce qui devait disparaître de la table de négociation. Ça faisait déjà 10 semaines qu'on en jasait, puis c'est un peu un dialogue de sourds qu'on avait à cette table-là. À chaque fois qu'on disait à l'employeur,
ça marche pas. Ça, jamais que nos membres sont pas là. Il nous disait à peu près à mon couvert, c'est parce que vous avez mal compris, on va vous le réexpliquer. On disait non, on a très, très, très bien compris, on sait ce que vous voulez aller, puis on sait que nos membres sont pas là. Et pour vous le prouver, on va aller les voir, nos membres, on va leur expliquer ce qui est sur la table. Et puis, clairement, on savait ce que nos membres logeaient. Fait qu'on s'attend que l'employeur bouge, puis on l'espère. D'autant plus que l'employeur a dit par voie de communiqué, si je me trompe pas, c'est vendredi, en fin de journée, qu'il s'attendait à un résultat aussi fort que ça. Donc, je comprends qu'ils sont prêts à réajuster le tir. S'ils sont pas prêts à réajuster le tir, c'est parce qu'il y avait des choses dans leur carton qu'ils nous ont pas dit. Oui. Mais c'est sûr que moi, mon mandat comme représentant syndical, c'est le mandat des 28 autres personnes, c'est d'améliorer mes conditions de travail, les conditions de travail des 2000 travailleurs. C'est certainement pas de faire des reculs, c'est historique, parce que c'est des reculs historiques qu'on nous demande là. On sera en train de briser 50 ans d'histoire, 60 ans d'histoire, puis c'est clair qu'on n'est pas là. On va se battre. Ça, c'est sûr que l'employeur va nous retrouver sur sa route. Mais on se bat pourquoi exactement, là? La stratégie de l'entreprise, c'était peut-être justement de pas trop en dévoiler ou en proposer, là, dans la première étape de la négociation, les 10-12 semaines que vous avez passées à discuter, là. Les enjeux dans l'industrie minière, hein, c'est la technologie, c'est les robots qui menacent des emplois, là. Je vois dans votre correspondance, justement, que c'est les emplois de qualité qui sont menacés, là, quand vous avez divulgué les résultats. C'est un peu ça, quoi? C'est le nombre de jobs à Arcelor qui est en jeu? Non, c'est pas tant la robotisation que je vous dirais que l'employeur a plusieurs demandes de concession au niveau normatif. Puis ça serait ça serait trop long à toutes vous les énumérer, mais il y a une demande qui est drôlement importante aux yeux de l'employeur. C'est ce qu'on appelle l'équipage des trains à un homme seulement. Faut comprendre qu'actuellement, nos travailleurs et nos travailleuses qui partent de Port-Cartier et qui s'en vont chercher le minerai au Mont-Wright, ils sont en 2 par train. Là, maintenant, l'employeur a une demande pour ramener ça en 1 par train. Ce qu'on appelle le one-man crew, là, en bas français. Donc, ça veut dire une perte de 50 jobs dans la région. Ça, c'est des emplois de qualité. Puis je pense pas que la région a le moyen de se perdre encore 50 jobs. C'est ça qu'ArcelorMittal nous demande encore de modifier. Ça, on leur a dit que nous autres, on n'était pas là. Il n'était pas question d'obtempérer et d'accepter une coupure de 50 jobs. Seulement avec cette demande-là, ça, c'est une demande parmi tant d'autres. Puis malgré tout, l'employeur dit, c'est un enjeu pour moi, les équipages à un seul homme. Donc, c'était ça qu'on voulait dire dans le communiqué de presse par une coupure de minimum 50 emplois. Ouais, là, on n'a pas discuté du tout de salaire, là. Juste comme ça, l'organisation du travail, puis plusieurs clauses normatives. Est-ce que c'est le normatif qui va être le plus compliqué, d'après toi, dans cette négociation-là, ou les salaires, ça va être encore une autre lutte pour le syndicat, quoi? Écoutez, j'ai aucune idée à quoi va ressembler le normatif. Le monétaire, je m'excuse, mais c'est clair que il y aura vraiment assez d'argent au niveau monétaire pour nous faire accepter ce qui est les demandes de concession au niveau normatif. Fait que c'est sûr que nous, l'état actuel des négociations, après 10 semaines, nous empêche d'avancer, nous permettait plus d'avancer parce que l'employeur était tellement orienté vers ses besoins à lui, vers ses demandes de concession à lui, que nous, on n'avait pas d'autre choix que d'aller voir nos membres puis tenter de trouver une façon de faire débloquer ça. Alors, qu'est-ce qui nous attend au niveau salarial? C'est une très bonne question. Seul ArcelorMittal le sait, mais c'est sûr que moi, autant normatif que salarial, j'ai bien idée d'améliorer les conditions de travail de ces 2000 travailleurs-là. C'est eux autres qui font fructifier cette entreprise-là. Cette entreprise-là a fait des millions, des centaines de millions de profits cette année en 2016, autant à Mont-Wright qu'à Port-Cartier. C'est une entreprise, c'est un joyau, c'est une vache à lait d'ArcelorMittal dans tout le groupe ArcelorMittal mondial. Il n'est pas question que les travailleurs négocient à la baisse. On est là pour améliorer nos conditions de travail. Puis soyez assurés que le syndicat des métallos est là pour supporter ces 2000 travailleurs-là. Là, on avait un contrat de 6 ans. Est-ce qu'on veut encore un contrat long comme ça? Je pense que c'était la première fois qu'on avait un contrat aussi long, là, même dans l'industrie minière au Québec. Le dernier, celui-là de 2005, était de 6 ans aussi. 2011 était de 6 ans. Écoutez, on n'est nullement pas là. On n'a eu aucune discussion sur la longueur du contrat. Vous comprendrez qu'on était déjà assez affairés à essayer de faire comprendre à l'employeur que ces demandes-là, c'était inacceptable. Jamais qu'on serait capable de vendre ça à une assemblée syndicale. Fait qu'on a nullement discuté de la durée du contrat. De façon générale, c'est quelque chose qui se discute
à la dernière semaine de négociation, dépendant du montant d'argent qui est sur la table. Ouais. Ça fluctue assez, ça. Parce que ce que vous négociez présentement pour le normatif, si je comprends bien, c'est simplement de maintenir vos acquis, là, sauver les 50 emplois dans les trains, tout ça, là, c'est toujours maintenir ses acquis. On en est là, finalement. Ben, c'est sûr que minimalement, on veut maintenir les acquis, mais on a des demandes aussi pour améliorer notre normatif. Vous savez, grosso modo, ce que les travailleurs demandent, du respect, de la qualité de la nourriture qui devrait revenir à ce qu'elle était en 2012, parce qu'il faut comprendre qu'ArcelorMittal a mis beaucoup de pression sur les sous-traitants, puis souvent la qualité de la nourriture dans les différents campements s'en voit affectée. La salubrité dans nos salles de pause, nos salles à dîner, parce qu'on a coupé dans les concierges, parce que l'employeur a encore une demande de concession de couper les concierges puis de donner ça en sous-traitance, alors que pour eux, les concierges, c'est pas eux qui produisent la boulette. Mais pour nous, les concierges sont aussi importants que n'importe qui dans l'organisation. Fait que ça aussi, c'est un enjeu fondamental. Ça va être encore des emplois de qualité qu'on va transférer des emplois des sous-traitants avec des salaires moindres. C'est encore des salaires de moins qui sont injectés et de l'argent qui est injecté de moins dans notre économie. Fait que c'est sûr qu'on veut améliorer notre normatif, mais c'est assez dur de discuter quand l'employeur est orienté vers seulement ses demandes à lui. Puis c'est pour ça qu'il vient un temps, après 10 semaines, ce que nous on dit, là, assez c'est assez, là. Vous voulez pas nous écouter, mais on va se faire écouter, puis on va vous montrer comment les travailleurs parlent, puis on va vous confirmer ce qu'on savait déjà, que les 2000 travailleurs sont en arrière des 5 comités de négo. Oui. Il y a la mairesse de Port-Cartier, Nicolas Violaine Doyle, qui me disait jeudi à cette émission-là que les conséquences seraient quand même assez néfastes là, pour une ville comme Port-Cartier. Pour l'économie de cette île et Port-Cartier, une grève chez ArcelorMittal, ça aiderait pas les petites entreprises, les commerces et tout ça. J'imagine qu'on en est conscient aussi du contexte, même pour vos membres, aller en grève, c'est pas le Klondike, c'est rien de super le fun, là. Oh non, ben on en est très conscient. Là. C'est pas comme je vous l'ai dit tantôt, on négocie un renouvellement de convention collective, pas un conflit de travail. Mais en même temps, c'est pas vrai que je vais tout me faire enlever dans ma convention collective sans dire un mot. Je comprends que le contexte est pas très favorable, puis je comprends que l'économie est pas très bonne. On en est très conscient, puis on va faire tous les efforts pour pas que ça arrive. L'objectif d'aller chercher un mandat de grève fort puis de l'utiliser au moment jugé opportun, c'était justement pour donner la chance au coureur, à l'employeur, de modifier ses demandes de concession puis de dire, écoutez, là, voulez-vous un contrat? Si vous voulez un contrat, là, revenez à la table de négociation avec toute la diligence possible, puis négocions pour améliorer les conditions de travail des travailleurs. Après ça, il y a l'optique d'un conciliateur qui pourrait être demandé. On ne l'écarte pas. On attend de voir le retour de l'employeur. Mais si, ultimement, après ça, écoutez... l'employeur est encore sur ses positions. C'est sûr qu'on n'aura pas le choix d'y aller. Ouais. C'est l'arme ultime, la grève. Mais en même temps, quand on regarde ça d'un point de vue historique, la Côte-Nord, les salaires dans l'industrie minière ne sont pas aujourd'hui, ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui s'il n'y aurait pas eu des luttes. Hein? Puis les salaires dans l'industrie minière, les bons régimes de retraite, les bonnes conditions d'assurance et les bons salaires, on les a eus à coup de lutte. Ouais. Puis s'il faut que les 2000 travailleurs passent par un conflit de travail, ben ça sera ça. On n'a pas le choix. Je veux dire, où est-ce que l'employeur a un tel projet de négociation, des telles demandes de concession, que si ça reste là, il nous donne pas le choix. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. On verra pour la suite des choses, mais si je peux rassurer les gens de la communauté dans les Port-Cartier, Sept-Îles et Fermont, c'est vraiment l'objectif ultime et on espère de pas se rendre là. Ouais. Est-ce que tu as confiance quand même, là? Il paraît que le climat était dans vos assemblées syndicales, là, très solidarité, là. Le monde était craqué un peu. Est-ce que tu as quand même confiance d'en arriver à une entente négociée avec Arcelor? Ben oui. J'ai tout le temps confiance, ça c'est clair. Moi, je suis convaincu que le vote de grève va faire changer corriger le tir de l'employeur. J'en suis convaincu. Mais écoutez, je suis pas dans le secret des dieux, je suis pas dans la tête d'ArcelorMittal, mais minimalement, ils pourront pas me reprocher de pas avoir essayé de en fait changer d'idée. Si après ce vote de grève-là, qui est pour le moins unanime, puis que l'employeur veut pas changer ses demandes, ben c'est parce que de toute façon, il y avait de quoi dans la tête, puis il y avait une volonté tellement forte que lui aussi est prêt à vivre un conflit pour changer ça.
Si c'est le cas, je lui annonce que nous aussi, on sera prêts. Ça, c'est sûr et certain. Eh bien, Nicolas Lapierre, coordonnateur du syndicat des métallos pour la Côte-Nord, un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi à Côte-Nord Attitude. Merci pour l'invitation. Au revoir. Bye bye. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Profitez d'un financement à partir de 0% jusqu'à 60 mois sur la plupart des modèles Ram 1500 2017. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. On ne peut pas toujours éviter la publicité, mais les accidents du travail en mer, ça, on peut. Pour prévenir les chutes par-dessus bord et les blessures causées par des équipements comme les treuils, aménagez votre bateau de façon sécuritaire. Parlez, formez, agir. Un message de la CNESST. Vous écoutez Côte-Nord Attitude, en direct du studio Sept-Îles Embellissement Nutri de Côte-Nord. Pavage Béton TC est à la recherche d'un maître mécanicien responsable du garage. La personne recherchée doit posséder un minimum de 5 ans d'expérience en mécanique diesel, machinerie lourde et mécanique générale. Faites-nous parvenir votre CV via notre site internet www.pavagebetontc.com ou en personne à nos bureaux du 142 Maltais, 88 968 6915. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Eh bien, à Pure FM 94.1, la radio de Nashville à la Côte-Nord, l'émission d'André Bourque. On fait une entrevue à l'envers aujourd'hui. On va faire de la Côte-Nord à Nashville. André Bourque est avec nous en studio, mais surtout des jeunes et l'enseignante de l'option musique de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles. C'est que le groupe s'en va à Nashville dans les prochains jours pour un concours. On va en parler. Bonjour tout le monde. D'abord, on a Mélissa Chénard, l'enseignante, qui est avec nous. Bonjour Mélissa. Également Jacob Beaulieu qui est étudiant à l'option musique et Mia Simard, étudiante également. Bonjour, bienvenue à Côte-Nord Attitude. André, bien sûr, qui est avec nous. Salut André. On va aller sur le terrain de ton émission en fin de semaine. On va essayer de parler à ces gens-là pour refaire la logique des choses et faire de Nashville à la Côte-Nord. Eux autres vont être à Nashville samedi. Ben c'est ça, je parlais avec Mélissa tantôt. On va essayer de synchroniser parce qu'il y a 1 heure de décalage là-bas ici. Hein? Ah oui, il faut prendre ça en considération, là. Ouais, il est 1 heure plus tard à Nashville. Ouais. Eh ben, André, quand même, l'émission, hein, le succès de Nashville à la Côte-Nord, ça fait combien d'années qu'on appelle ça de Nashville à la Côte-Nord, notre émission country? Combien d'années, comment s'appelle de Nashville à la Côte-Nord? Je sais pas combien d'années. Ben, moi, ça s'est toujours appelé comme ça? Ouais, ben moi, ça va faire 25 ans au mois d'octobre. Que tu l'animes? Que je l'anime, depuis 92. Eh ben, c'est un bail, puis je pense que c'est aussi vieux que la station. Je pense que CKCN, à l'époque, a commencé, avait déjà un show country. Le nom est tellement célèbre que même les jeunes de l'école privée, c'est le running gag, quoi, depuis que vous savez que vous allez à Nashville. De Nashville à la Côte-Nord. Les gens ont fait la joke pas mal. Ouais. Vous allez à Nashville, de Nashville à la Côte-Nord. Ils ont fait le lien. Oui, c'est ça montre l'importance de cette émission-là, justement. Mais pourquoi vous avez choisi d'aller faire un concours country là-bas? Ça a parti de où, ça? En fait, juste avant de laisser la parole aux jeunes, c'est pas un concours country. C'est juste pour dire que, dans le fond, les jeunes secondaires en Amérique du Nord, principalement, là, Jacob, il connaît ça, il fait signe de parler dans le micro. On a un bon technicien avec nous, là. Ils ont l'opportunité de participer à différents festivals, puis le festival de musique dans lequel on va, c'est le plus volumineux, on va dire, mais il y a plusieurs villes destinations. Mais pour moi, comme enseignante de musique, c'était bien important de choisir une ville qui était très musicale, qui était portée sur la musique. Donc, Nashville était un de ces choix-là. C'est la première année que vous faites ce concours-là, ou d'habitude il y a comme à Sherbrooke, hein, où il y a un concours des harmonies scolaires, on y va assez régulièrement. Au Québec, il y a beaucoup de concours d'harmonie, de musique. De différents, nous, c'est un ensemble jazz, là, mais il y en a à Sherbrooke, il y en a à Victoriaville, il y en a à Montréal, il y en a à Québec, il y en a au Saguenay, il y en a à Rimouski. Donc, dans cette formule-là d'un plus gros festival en termes de volume, c'est la première fois. Oui.
Donc, ton groupe là d'Option Musique, ça l'a évolué pas mal, Mélissa, hein, depuis quelques années. Là, vous autres, vous êtes à quoi, en secondaire 4 et 5? Oui, c'est ça. Quand vous avez commencé en secondaire 1, vous étiez déjà en Option Musique, quoi? Ça fait plusieurs années que vous êtes là? Nous deux, depuis qu'on est en secondaire 1, on est en Option Musique. C'est sûr qu'on a évolué avec le temps. Ça prend pas comme ça, la musique, là. Il y a des étapes à suivre. Mais dans le fond, c'était déjà un jazz band là quand vous avez commencé il y a quelques années. Ouais, c'est ça que je trouvais intéressant. Nous autres, quand on est rentrés, ça venait juste de commencer. C'est particulier parce que c'est pas tous des jeunes du même niveau, quoi. Ton jazz band, il regroupe des jeunes de secondaire 1 à 5 là actuellement. Ouais, dans le fond, faut que tout le monde chemine en même temps pour que les secondaires 1 apprennent quand même vite pour qu'on puisse réussir à faire des concours comme ce qu'on va faire là. Parce qu'on peut pas se présenter sans rien, là, pour quand même qu'on ait un peu... C'est pas une complication, un défi, quoi, d'avoir des plus jeunes avec vous autres quand même. C'est pas tout le monde qui est rendu exactement au même niveau d'apprentissage de la musique non plus. Pour les secondaires 1, ils doivent apprendre vite pour c'est eux autres qu'il faut que ça s'ajuste. Hein. Fait que ça fait des bons musiciens, ils s'améliorent rapidement parce qu'ils doivent s'améliorer rapidement. Ouais. Ce que ça amène d'intéressant, tu sais, c'est le défi principal. Puis, bon, on peut penser à défi ou voir ça de façon un peu plus négative à prime abord. Par contre, ça amène toute la dimension sociale de s'adapter, de s'entraider, d'être ouvert aux autres. Mais on s'entend que techniquement, les secondaires 1 n'ont pas les mêmes objectifs à atteindre que les secondaires 4-5. Tu sais, on adapte. Moi, j'ai beaucoup d'adaptation, justement, des partitions musicales pour aller chercher chacune des forces puis des faiblesses du groupe. Tu sais, Jacob est en secondaire 5, lui est à la batterie. Cette année, il est à son summum. Fait que cette année, on choisit des pièces où il peut utiliser justement son talent le plus possible. Puis les nouveaux, selon les instruments qu'ils jouent, on choisit des pièces où c'est pas eux qui ont la partie la plus difficile dans le fond. Comme quoi, Jacob, c'est quoi ta pièce préférée là que tu risques de faire avec ton jazz band à Nashville là, qui te met en valeur? Oui, y en a, je les aime pas mal tous les tunes cette année justement parce que Mélissa a fait une bonne sélection cette année. À penser à toi dans la sélection, c'est bon ça. Année, fait que là, elle me donne des bonnes chansons que j'aime bien. Je dirais que ma préférée, je saurais pas ce serait quelle ma préférée. J'aime bien Take 5, un classique de jazz, un petit solo dedans. Ouais, j'aime bien ça. On a une pièce aussi qu'on va continuer à travailler au retour du voyage, c'est Caravane, où la percussion est vraiment très très présente. Puis dans le film Whiplash des dernières années, d'ailleurs, Jacob, je pense, c'est comme ça que tu l'as découvert cette pièce-là. C'est ça, ouais. Alors que c'est vraiment un grand standard, là. Lui, il y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Mia Simard, tu joues quel instrument, toi? Moi, j'ai du saxophone alto, mais je suis aussi au chant. Puis au concours, on va faire une pièce au chant. C'est la première fois depuis que je suis en secondaire 1 que je vais chanter à un concours. Je trouve ça vraiment le fun. C'est une nouvelle expérience que je vais vivre. Comment ça? On m'a dit que tu avais fait secondaire en spectacle aussi. C'est un concours, ça? Oui, c'est un concours aussi. Mais dans le fond, j'ai fait un numéro avec Jacob qui m'accompagnait au piano. Voix et drum, quoi? Quoi? Ah non. Batterie et voix? Le piano. Il joue du piano aussi. Ah oui, mon Dieu, il est polyvalent. Ouais. Puis dans le fond, on a gagné la première place, puis on s'en va au régional en revenant de Nashville, puis on a vraiment hâte, là. Ouais. On a hâte de voir ce qui va se passer. Et parlez-moi de l'option musique, là. Comment ça fonctionne? On a quand même dans l'horaire normal de l'IASI plus de périodes consacrées à la musique, c'est votre option. Ouais, mais il faut quand même vous réussissiez vos sciences, votre français, les maths et tout ça, hein? Dans le fond, faut apprendre à gérer notre temps, on n'a pas vraiment le choix. Ouais. On a de la musique... Aussi en parascolaire, j'imagine, là, à cette étape-ci, avant de partir à un concours, on a pratiqué le midi aussi, le soir quand on peut. On reste les après-midi, on reste après l'école aussi, c'est beaucoup de pratique. Et quand on arrive à la fin de son option musique, après 5 ans comme ça, on se dit, on a fait le bon choix, quoi. Si c'était à refaire, que t'étais encore en 6e année, là, avant ton secondaire 1, tu irais encore en option musique? Sans hésiter, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça m'offre... je suis devenu un musicien comme ça, avec ça, en apprenant avec l'école. Je fais des voyages, j'ai rencontré beaucoup de musiciens. Ça m'offre des contacts, ça m'offre beaucoup de choses, la musique. Mia, tu vas me dire, comment on finance ça, un voyage à Nashville, là? Même notre animateur de Nashville à la Côte-Nord, je suis pas sûr qu'il est déjà allé là-bas. Ça coûte cher, quand même. En groupe, surtout. Non, on y va. J'aimerais ça y aller un jour, par exemple. Un jour. On aurait dû vous inviter à venir avec nous autres.
André, il aurait aimé ça, c'est sûr, d'aller faire son émission en direct de Nashville. Mais comment on finance ça? On a organisé toutes sortes d'activités, j'imagine, ouais, c'est sûr. Ben, on a vendu du chocolat. Ben, moi, j'ai vendu beaucoup de chocolat, je pourrais dire, là. Pour financer le record, je pense. Ouais, j'ai vraiment battu le record. Après ça, on a fait de l'emballage Maxi. On a joué à des places aussi pour ramasser de l'argent. Ça, c'est vraiment la meilleure activité qu'on a faite, je pense. Utiliser notre talent pour ramasser de l'argent pour aller faire un concours comme ça, c'est vraiment le fun. Puis ben, c'est sûr que nos parents ils nous aident là-dedans aussi, on peut pas financer ça tout seul, puis ben, j'en suis reconnaissante. Nashville, c'est quand même une ville célèbre pour la musique country. Vous allez aller y faire du jazz, ça va être assez particulier. Il y a quand même des musées, plein de choses. J'imagine qu'il y a plein d'activités au programme. Hein? Vous partez demain, c'est ça? Oui, on part pendant 7 jours à partir de demain. Demain matin. Vraiment hâte. C'est quoi? C'est 15 heures d'autobus, ça là, à Nashville? En avion. Ouais, ah, OK. Bon, quand même. Et est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu as vraiment hâte d'aller voir à Nashville, quoi, que tu veux pas manquer, là? Ben, c'est sûr que le concours, je vais pas le manquer, là. Ouais, c'est sûr. Ben, il y a toute une activité, j'en ai pas vraiment une qui me vient en tête, là. Mais c'est sûr que tout m'intéresse vraiment, là. Sinon, j'irais pas à ce voyage-là, là. J'ai vraiment hâte d'y aller. Et Mélissa, le concours, ça fonctionne comment? On y va avec des objectifs, quoi? C'est d'aller chercher une note, catégorie, une bonne, quoi? Comment ça marche, le concours? On n'a pas des médailles, quoi? On remet des médailles? C'est vrai, c'est une bonne question parce que chacun des concours fonctionne pas de la même façon. Ouais, les concours au Québec fonctionnent plus avec des places, comme un podium, finalement. Oui. Tandis que dans ces grands concours-là, c'est plus des notes. Dans le fond, si on peut avoir une note d'or, là, je sais pas par cœur, mettons, on a 90% et plus, ben, on a une note d'or. Un peu comme une note à l'université, là, on a A, B, C ou D, là. Oui. Bon, on a une note d'argent, une note de bronze. Il y a aussi un ranking, là, des places attribuées aussi. Il y a des, parce que là, je veux dire les termes en anglais, des trophées qui sont remis, exemple, à le soliste, le jeune qui s'est plus démarqué techniquement dans tout le festival, celui-là qui a eu la meilleure interprétation. Ça, ils sont pas vraiment au courant. Je les ai pas dit pour pas les... c'est des possibilités de plus. Mais tu sais, l'objectif, là, moi, c'est beaucoup comme ça que je travaille. C'est sûr qu'on fait le meilleur de nous-mêmes. Tu sais, avant de partir, là, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Puis rendu là, ben, c'est d'avoir du plaisir puis faire la musique. Parce que là, c'est plus la place au stress puis vouloir travailler. Le travail a été fait. Donc, il faut faire la musique, jouer ensemble puis avoir du plaisir. Mais combien de fois vous allez jouer dans la période que vous allez être parti? Ben, la performance, dans le fond, c'est le temps de 3 pièces. Ah, OK. Fait que ça, c'est un travail rigoureux de sélection aussi. Il faut que ça plaise au juge, le choix. Il faut que ça mette en valeur. Les jeunes vont avoir une mini-clinique musicale après la performance, mais la journée d'avant, il va y avoir un atelier avec un spécialiste du département de musique de l'université principale à Nashville. Donc, combien de temps ils vont jouer? Mais quelques heures. Mais c'est aussi pour aller écouter les autres jouer. Parce qu'il y a des ensembles jazz, il y a des harmonies, il y a des ensembles gospel du chant. Il y a des orchestres symphoniques. Puis évidemment, dans la ville du country, ben, on va entendre du country, mais faut pas oublier que à Nashville, il y a pas juste du country, hein. Dans le fond, c'est tous les styles de musique. Ouais. En même temps, vous allez aller visiter le musée de Johnny Cash, un studio aussi, que plusieurs musiciens célèbres se sont rendus. Oui, on fait le tour des points principaux, vraiment. Là, on est là suffisamment longtemps pour être baigné complètement dans cette ville-là. Et puis, samedi, on va essayer de s'entretenir 2 fois. On va se parler tantôt hors d'onde. Puis, on aura l'occasion de s'en jaser samedi. Ben voilà, là, c'était notre entrevue de la Côte-Nord à Nashville. On est à l'envers, mais samedi, on va redresser les choses dans le droit chemin et on va faire une entrevue de Nashville à la Côte-Nord avec Jacob Beaulieu, entre autres, Mia Simard, étudiante en option musique, et l'enseignante Mélissa Chénard. Un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude aujourd'hui. Merci, Jean. Attitude. Mercredi le 29 mars à 19h30, le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier vous présente un concert des jeunesses musicales du Canada. Des femmes, une voix. Ce concert met de l'avant des œuvres rares de compositrices pionnières reconnues, mais trop souvent négligées du récital moderne. C'est le langage tout féminin que Magali Simard-Galdès et Karine Bétourné vous présentent dans un répertoire audacieux, ponctué d'anecdotes sur la vie, les amours et les deuils de ces femmes unies par leur amour de la voix. Une collaboration avec le Conseil québécois de la musique. Billetterie au
581-766-0101. C'est le printemps dans vos 2 boutiques Iris de la région. Et pour souligner son arrivée, elles ont fait venir pour vous plusieurs nouveautés, incluant des montures solaires. Venez faire votre choix parmi plus de 350 montures des collections Lacoste, Calvin Klein, Nike, Chloé et Nine West et profitez de promotions spéciales pour l'occasion. C'est l'événement du printemps. Venez en profiter les 29 et 30 mars prochains à votre Iris de Sept-Îles et jeudi le 6 avril dans votre boutique Iris de Port-Cartier. Iris, l'expérience d'une meilleure vision. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pur FM. 94.1. Et Valérie, on va parler d'un tout autre sujet, de la Croix-Rouge, qui est si utile, hein. Si notre maison passe au feu, mettons, là, qu'on se retrouve avec plus rien, même plus de bobettes, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la Croix-Rouge. Exactement, Jean. Si on a un sinistre qui arrive et on s'entend que personne n'est à l'abri d'un sinistre, il y a la Croix-Rouge qui est là pour nous aider. On est à la recherche de bénévoles. Donc, ce midi, on en parle avec Hélène Desaulniers, qui est la coordonnatrice pour la Côte-Nord pour la Croix-Rouge. Bon midi, Hélène. Bon midi. Et on a également au bout du fil le responsable des communications pour la Croix-Rouge au Québec, Monsieur Carl Boisvert. Bon midi. Bon midi. Je pense qu'on peut commencer avec Hélène en disant que la Croix-Rouge, c'est indispensable pour une communauté, qu'elle soit n'importe où. On a besoin de cet organisme-là. En effet, on voit pas de nos yeux vus là, tout ce que la Croix-Rouge peut faire dans une MRC, dans une localité. Ils sont quasiment omniprésents. On est présentement en train de combler les équipes bénévoles sur le terrain dans la région MRC Cette-Rivière. Il y a différents mandats qui sont possibles d'être accomplis, mais il faut pas oublier que l'équipe bénévole, elle est disponible 24 heures, 7 jours sur 7. Puis c'est vraiment une gang qui a du plaisir à travailler ensemble. C'est des intervenants qui sont formés. Alors oui, on a du plaisir, mais oui, on fait une différence en cas de sinistre là chez nous. C'est quel genre d'intervention que vous faites, que vous faites? Bon, on pense par exemple là, à la méga tempête qu'il y a eu en décembre. Il y avait des gens sinistrés. Est-ce que la Croix-Rouge, dans ce cas-là, est appelée à intervenir? Oui, en effet. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que chaque MRC a une entente avec la Croix-Rouge afin de bien définir les rôles de chacun. Et lorsque on a des sinistrés, donc des gens qui ne peuvent plus reprendre possession de leur domicile, donc retourner chez eux avec leurs effets personnels, on peut demander l'aide à la Croix-Rouge. Et nous, l'équipe bénévole va se rendre sur place, va offrir un support humain à ces sinistrés-là, mais aussi les aider financièrement pour les besoins de base. On s'entend jusqu'à une période de 72 heures. Alors autant on pense à l'hébergement, à l'alimentation, à l'habillement. En cas d'incendie, par exemple, on sort rapidement, on était peut-être en pyjama ou les enfants en couche. Alors c'est ce qui va nous permettre de donner un sursis à ces personnes-là, le temps d'accepter la situation, de se remettre sur pied puis de prendre en charge là ce qui est en train de leur arriver. C'est primordial, puis c'est important aussi de savoir qu'il y en a des équipes ici chez nous qui sont prêtes à nous aider en cas de sinistre. La Croix-Rouge, c'est un nom qui est bien connu. Carl Boisvert, ça fait combien de temps qu'on a ça ici à cette île? C'est un organisme plus de centenaire au Canada. C'est dans chacune des MRC, c'est les équipes qui sont prêtes. Tant qu'on parle de Sept-Îles, Port-Cartier ou n'importe où sur la Côte-Nord, on était plantés depuis plusieurs années et on fait une différence directement dans la vie des sinistrés. Et c'est des gens de la région qui portent secours aux gens de la communauté. Donc, c'est vraiment un type de bénévolat pour ceux qui veulent faire une différence et qui veulent jouer un rôle central dans le cadre de situations d'urgence. J'imagine que, on forme les bénévoles et tout. J'imagine que on espère ne pas trop avoir à intervenir, mais est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que on a environ combien de fois on intervient par année chez nous? Grosso modo, principalement, j'ai pas la donnée sous les yeux, mais somme toute, la chose que je sais, c'est malheureusement, quand les gens souffrent, c'est toujours une famille de trop qui souffre malheureusement. Si je prends mon communiqué pour la Côte-Nord, je l'ai sous les yeux. On parle d'une trentaine d'interventions dans la région en moyenne par année. Ça ne veut pas dire que nos bénévoles ne sont pas actifs. Il faut continuer quand même de pouvoir maintenir l'intérêt des bénévoles. Donc, il y a des pratiques qui se font, il y a des rencontres régionales, il y a de la formation qui est donnée aux bénévoles, justement pour que les compétences soient toujours à jour, puis s'assurer lorsqu'il y a une intervention, qu'ils savent quoi faire. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, on est actif à l'année longue. Justement, quel travail ça demande quand on devient bénévole pour la Croix-Rouge?
C'est sûr que ça demande une disponibilité. C'est des gens qui vont être sur appel parce que vous le savez, un sinistre, on peut pas le prévoir. Donc, c'est des gens qui vont être disponibles. Certains, dans le cadre de leur travail, vont pouvoir dire à leur employeur, regardez, moi, je fais du bénévolat avec la Croix-Rouge, ça se peut que je sois appelé. Est-ce que c'est possible pour moi de pouvoir m'absenter, prendre des banques peut-être de maladie ou banques de congés pour pouvoir faire son bénévolat? Par la suite, c'est une fois qu'ils sont disponibles, là, c'est selon l'entente qu'on a avec les municipalités, avec la ville de Sept-Îles ou Port-Cartier. À ce moment-là, les services de sécurité publique appellent la centrale de la Croix-Rouge et là, il y a un déploiement. Et les gens sont appelés justement à aller sur le terrain lors de sinistres et rencontrer les gens qui sont impactés par la situation. Le rôle premier d'un bénévole, d'offrir beaucoup de réconfort parce qu'on le sait, les gens sont démunis, sont désemparés. Donc, le bénévole, comme Hélène le disait, tout simplement, il va dire, regardez, pour les 3 prochains jours, là, on va regarder ensemble la suite des choses. Avez-vous des parents et des amis chez qui rester? Non. Parfait, on va vous trouver un hôtel. On va vous donner des bons échangeables dans les commerces de la région pour pouvoir vous nourrir, vous acheter des vêtements neufs. Donc, ce moment-là offert par la Croix-Rouge, c'est vraiment un moment de répit pour qu'ils puissent par la suite là, trouver les moyens de retrouver une vie normale, puis là je le mets entre guillemets, là, le plus rapidement possible. Et que ça doit être apprécié. Ces gens-là doivent vous remercier au quintuple. Vous devez en avoir des manifestations quand même. C'est sûr qu'on est toujours presque dans le deuil. Hein? On vient de perdre ses affaires, sa maison, certaines choses là. Mais en même temps, de voir que ça existe, qu'il y a des gens pour nous soutenir, ça doit tellement mettre un baume sur ce drame, hein? Oui, on voit beaucoup de lumière, mais on voit aussi beaucoup de résilience de la part des sinistrés. Ils se sentent épaulés par les bénévoles de la Croix-Rouge, puis ça va donner ce petit élan-là pour recommencer ou repartir là sur un bon pied, si je peux dire. Donc, Hélène, vous avez besoin de bénévoles. Vous êtes en train de compléter vos équipes pour Sept-Îles Port-Cartier. Est-ce que c'est difficile d'aller recruter des bénévoles pour la Croix-Rouge ici? C'est une très bonne question. Ben, c'est certain qu'on est tous très occupés, même moi qui ai mes implications sociales, les enfants, on comprend tout le monde qui a besoin de faire une gestion de leur temps personnel, mais quand on voit ce que ça apporte concrètement, ben on se dit ça vaut vraiment la peine de s'investir et ça demande pas 15 rencontres par année en dehors des sinistres ou des appels d'urgence là. C'est d'être mobilisés ensemble, de se rencontrer 3 à 4 fois par année, d'avoir suivi nos formations en lien avec le poste qu'on veut occuper parce que oui, on a besoin d'une équipe locale, mais il existe quand même des sinistres de plus grande envergure qui vont peut-être nous demander de se déplacer. Si on a la disponibilité et les capacités pour le faire aussi, on a juste à penser à Lac-Mégantic, là, ou même à nos voisins du Nouveau-Brunswick là, qui ont vécu des épisodes de verglas où ce que la Croix-Rouge Québec est demandée en renfort. Alors, moi, j'invite tous ceux qui ont juste le moindrement un petit peu d'intérêt ou beaucoup de questions là, à venir aux séances d'information, qu'il y en a 3 actuellement au programme. Cette semaine, mercredi, le 29 mars à 18h30, ça se déroule à la salle Aquilon de la bibliothèque municipale. Et la semaine prochaine, le mardi 4 avril, toujours à 18h30 à la bibliothèque. Et mercredi, le 5 avril, du côté de Port-Cartier, 18h30 au local VPC 14. Et nos amis, nous, sont invités aussi à la salle Aquilon. C'est pour tout le monde. Tout à fait. J'imagine que juste pour le côté humain, tout ce que ça peut apporter aux gens qui deviennent bénévoles pour la Croix-Rouge, ça vaut la peine. T'as tellement bien résumé ça, Valérie. Et voilà, donc on va s'informer à cette séance, entre autres, cette semaine, donc le 29 mars, salle Aquilon à la bibliothèque Louis-Ange Santerre. Hélène Desaulniers, merci beaucoup de ton passage à Côte-Nord Attitude ce midi. Et Carl Boisvert également, qui est responsable des communications de la Croix-Rouge au Québec. On vous remercie également d'avoir été avec nous. Au plaisir. Merci. Côte-Nord. Attitude. Chaque citoyen a droit aux mêmes informations sur la santé, le budget, l'état des routes ou tout autre service gouvernemental. Il est d'une importance capitale que le gouvernement utilise tous les moyens possibles pour rejoindre l'ensemble de la population, à commencer par la radio régionale. De Montréal à Fermont, l'information doit être la même pour tous. Le gouvernement a le devoir d'atteindre chacun d'entre nous, peu importe la façon dont nous choisissons de nous informer. Un message de l'Association des radios régionales francophones et de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Il y a des matins. Allô, c'est Valérie. Tous les matins de semaine, j'ai le bonheur de commencer mes journées avec vous dès 6 heures. Actualité artistique, nouvelles locales, sujets qui vous touchent, le tout accompagné d'une dose de bonne musique et de bonne humeur. Je vous attends du lundi au vendredi de 6h à 9h. Pure FM 94.1.
Bonheur PM. Allô, c'est David. C'est moi qui ai le bonheur de vous accompagner pour votre retour à la maison. Je vous propose une émission simple où se côtoie un peu d'infos, de sport, de potins showbiz, un brin de folie et surtout la meilleure musique. Je vous attends du lundi au jeudi dès 15h. Pur FM 94.1. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94.1. Valérie, j'avais hâte de présenter cette nouvelle chronique à nos auditeurs et auditrices. Là, on va avoir à chaque lundi, comme ça, en fin d'émission, une chronique appelée « La nouvelle d'intérêt ». Oui, puis ça, c'est une bonne idée, hein, parce que souvent, on met de l'avant le négatif, mais de mettre de l'avant le positif, là, j'aime ça, moi. Oui, et on va aller, entre autres, dans le domaine économique avec cette chronique. Steve Chappado est là. Cette semaine, on va se contenter de présenter l'idée de capsules et de chroniques sur nos ondes. À partir de la semaine prochaine, on va davantage avoir des nouvelles d'intérêt qu'on va présenter aux gens. Steve Chappado, on le connaît comme président de la Chambre de commerce de Sept-Îles, mais il est surtout directeur général de la Caisse d'économie Desjardins des mines, métaux et services publics de la Côte-Nord. Bonjour, Steve. Bonjour à vous. La caisse, c'est celle dans le bas de la ville, là, dans notre centre-ville traditionnel, qui est quand même très connu. Ça fait partie du mouvement Desjardins. C'est avec la caisse qu'on va faire cette chronique-là, qu'on a cette opportunité-là. Exactement. Donc, moi, c'est avec mon chapeau de directeur général de la Caisse Mines, Métaux, Services publics qu'on va intéresser justement votre auditoire par rapport aux nouvelles de la dernière semaine. Qui se passerait dans le champ d'intervention de la Caisse d'économie. Donc, dans le premier champ dans le secteur des mines et métaux, sans oublier aussi ce qui touche les services publics. Alors, l'idée est venue un peu des gens de la Caisse. On a proposé ça à la radio. C'est venu conjointement, mais c'est une moseuse de bonne idée. Hein. C'est vrai, comme le disait Valérie, que les nouvelles économiques positives, on les voit pas tout le temps. Hein. On retient davantage les nouvelles négatives. Si on fait le parallèle avec, exemple, le secteur de l'éducation, où ce que dans chaque école, il y a des projets éducatifs. Dans le domaine des coopératives, on a aussi ce genre de projet-là, mais un projet coopératif. Et pour nous, la façon de faire vivre ce projet coopératif-là, nous, on s'est doté d'une vision qui est d'être partenaire de la réussite de nos groupes. Et à ce moment-là, nous, on dit, mais quelle belle tribune qu'on pourrait donner à nos groupes en allant publiciser, en allant justement axer sur le rayonnement des bonnes nouvelles de ce qui se passe à l'intérieur de des organisations qu'on dessert. Donc nous, pour ça, c'est une excellente opportunité pour le faire via vos antennes. Et c'est vrai que dans les institutions financières, vous envoyez plein de dossiers économiques d'entreprises en démarrage, de demandes de prêts et de réussite aussi. On en voit plein dans ton travail finalement. Exactement. Nous, on est à l'affût, on baigne, on rayonne dans ce secteur-là. Et ce qu'on veut faire aussi via cette chronique-là, c'est je pense que vous avez un travail à faire comme journaliste de rapporter la nouvelle. Et nous, peut-être via la présente chronique, c'est d'aller peut-être un peu plus en profondeur, faire une analyse un peu plus approfondie sur les impacts et les retombées dans le milieu septilien, que ce soit au niveau des entreprises et au niveau des travailleuses-travailleurs. Donc, on voit qu'on a une excellente opportunité pour parler, mettre à l'avant-plan justement les bonnes nouvelles de la semaine. Et des fois, faut le dire, là, on fait appel à un expert avec cette chronique-là en Steve, là, parce que, je sais pas moi, des fois, on nous envoie des communiqués de presse comme ça, le Cégep technique de maintenance industrielle ajoute telle ou telle chose. Ça semble banal, ça semble des institutions qui veulent faire la promotion d'un service, mais souvent, c'est structurant pour notre économie, ce genre de nouvelles-là, hein? Oui, puis de l'avoir intitulé une nouvelle d'intérêt, faut que ça intéresse les gens. Nous, faut arriver ici au micro avec des nouvelles où on amène une valeur ajoutée à votre auditoire en termes de connaissances, mais aussi en termes de retombées et en quoi ça peut les toucher dans leur quotidien. Si on prend une nouvelle, par exemple, Metal 7, qui a joint le Corem la semaine dernière, dans les dernières semaines. Si c'est pas la plus grosse PME de cette île, c'est certainement une des plus importantes à cette île. Puis c'est une entreprise qui va bien, on n'en parle pas si souvent que ça, finalement. Pour les avoir rencontrés la semaine dernière, ils ont mis à l'avant-plan un petit peu beaucoup de projets. Ils sont à l'avant-garde dans leur domaine d'activité, non pas juste dans la région, non pas juste au Québec, mais ça rayonne à l'international. Et quelle belle tribune, comme une chronique d'aujourd'hui, d'avoir un sujet comme Metal 7, là, qu'on pourrait
éventuellement là avoir dans les prochaines chroniques. Oui, ça c'est des entreprises privées qui sont bien impliquées dans le domaine de la recherche et le développement, entre autres. Là, souvent ça donne des résultats, mais pas à court terme, à plus long terme. Hein? Oui, ben vous voyez exactement. Puis ce qu'on peut promouvoir également, c'est outre ces projets-là à plus long terme, la visite de Champion la semaine dernière, qui sont venus à un dîner de la Chambre de commerce. On aurait une tribune comme vos micros pour un petit peu aller plus en profondeur, puis aller voir un peu plus loin tout l'impact que peut avoir, un petit peu résumer ce qu'une compagnie comme ça peut venir raconter au niveau des membres de la Chambre de commerce, mais de le faire via vos micros là, pour s'adresser au commun des mortels, puis vulgariser l'information, puis voir un petit peu là, les retombées réelles de ce genre de projet-là. On peut en faire notre mea culpa dans le domaine des médias. Hein. Souvent, la mauvaise nouvelle est amplifiée. Parfois, c'est important aussi. Là, la fermeture de Trinor, par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas le choix de parler. Mais le contexte économique est pas toujours aussi noir qu'on pense. Hein. Il y a des belles réussites. Là, on n'aura pas de misère à en trouver au cours des prochaines semaines. Il suffira d'être à l'écoute. Malgré l'urgence de la situation, on est tous conscients qu'on a une situation économique qui est préoccupante. Mais malgré tout ça, on pense qu'on a une excellente tribune pour faire valoir les bons coups. Les entreprises qui se démarquent, qui génèrent justement des avantages concurrentiels pour se démarquer sur le plan, on a l'exemple de Metal 7, même sur le plan international. Donc c'est une excellente tribune pour venir mettre en valeur nos entreprises d'ici. J'imagine que à la Caisse d'économie, là, on a aussi des secrets, des choses, des entreprises qu'on veut pas mettre sur la place publique avant leur temps non plus, mais on n'aura pas de misère à en trouver. Toi, est-ce que tu es confiant? Tu es quand même très impliqué là avec la Chambre de commerce, entre autres. Actuellement, la conjoncture, c'est sûr qu'on a eu 2 années assez difficiles, mais il y a de l'espoir quand même actuellement. Hein? Mais 2017, c'est une année de transition. Oui. Parce que moi, je suis confiant. C'est pas facile non plus, une transition, par exemple. Non, mais exactement. On voit que 2017, il y a beaucoup de défis à relever, mais par contre, avec les projets qui sont en cours c'est en cours de pourparlers justement auprès des gouvernements. Tu sais, on a l'achat de la Pointe-Noire, on a Champion qui est rendu à l'étape du financement, il y a Minarno qui sous le point de tomber au niveau de l'étape de financement également. On pense que l'avenir de cette île est assuré à moyen et à long terme. Donc, il y a des énergies qu'on doit mettre à court terme pour essayer de justement soutenir nos entreprises locales. Et aussi, via la chronique actuelle, c'est de faire un petit peu la promotion des bons coups de ce qui se passe de bien au sein des secteurs des mini-métaux et des services publics. Donc, en résumé, il y a un dynamisme insoupçonné dans une ville comme cette île et on va essayer de le mettre en valeur. Là, plein d'initiatives que généralement on voit pas, mais qui sont structurantes et bonnes pour notre économie. Tout à fait. Steve Chapadeau, directeur général de la Caisse d'économie Desjardins des mines, métaux et services publics Côte-Nord. Un gros merci pour cette chronique. Hein? J'ai bien hâte de l'animer à chaque semaine, la nouvelle d'intérêt. On a déjà un bon exemple cette semaine là, quand on parle de Metal 7, qui est une entreprise en pleine expansion et qui va bien chez nous. Un gros merci, Steve, pour la chronique. Merci à vous. Valérie, un gros merci pour cette co-animation en début de semaine de Côte-Nord Attitude. C'était très, très, très varié comme sujet aujourd'hui. Effectivement, mais c'est ce qui est le fun quand on touche à tout un peu comme ça le midi. Ben oui, voilà. Merci à tous nos invités. On vous donne rendez-vous demain à Côte-Nord Attitude. Je serai avec Tommy Auger, journaliste de Cogeco TV. Au revoir tout le monde.